extrêmement résilients. On a vécu la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale en 2020. Cette année et l'an prochain, il y aura des déficits importants et c'est ça qui modifie la trajectoire de la dette du Québec. Tous les gouvernements vont avoir une augmentation de leur endettement. Ce qui va être important, c'est qui aura un plan crédible de retour vers l'équilibre budgétaire, de contrôle de son endettement. Et la crise est importante, mais il ne faut pas perdre l'objectif, qui est de dégager des ressources pour les Québécois, parce que le service de la dette, c'est le troisième poste budgétaire du Québec. Alors, je suis Christine Gilbert, professeure agrégée à l'Université Laval en comptabilité. Je fais de la recherche critique. La recherche critique permet de toujours remettre en question, en fait, nos modes de fonctionnement, les mécanismes de marginalisation, d'exploitation et de constamment questionner, en fait, la pensée dominante. Donc, notre article de recherche porte sur le phénomène des dettes publiques dans une perspective qui est historique et mondiale, dans un contexte qui suit la pandémie de la COVID-19 où elles ont atteint des nouveaux records. En fait, on montre que les dettes publiques sont un mécanisme de redistribution des richesses, par contre, qui part de la population du bas vers le haut, les plus fortunés. On démontre que, contrairement à l'idée qui est véhiculée dans le sens commun, les dettes publiques sont en fait centrales et vitales au néolibéralisme et qui ont fait exploser au courant des dernières décennies. Le néolibéralisme est associé à la financiarisation de nos sociétés qui, on peut décrire globalement comme étant une place grandissante du système financier, de ses outils, de ses logiques dans l'ensemble de la société. Donc, on a assisté en fait graduellement à une perte de souveraineté des États au profit d'organisations externes. On assiste également à une fragilisation en fait des États de l'intérieur, avec entre autres la nouvelle gestion publique qui est arrivée un peu plus tard, mais toujours sous l'ère néolibérale. Donc la nouvelle gestion publique, c'est cette fascination en fait pour la gestion du privé qu'on importe dans le public. Donc ça peut sembler une bonne idée à première vue. Par contre, prendre soin de la population, offrir des services à la population, c'est une logique qui est totalement différente du profit à tout prix. On croit souvent en fait que la cause majeure de l'endettement des États, c'est les services qui sont offerts à la population. Mais il y a beaucoup d'études en fait qui montrent qu'il y a d'autres mesures qui ont eu un plus gros impact en fait. Donc une qui est la réduction fiscale en fait des plus grandes fortunes. Donc en quelque sorte, ils ont transformé l'impôt qu'ils donnaient aux États en prêt avec intérêt. Donc c'est quand même avantageux. Thomas Piketty nous rappelait justement qu'avant la période néolibérale, les grandes fortunes étaient taxées parfois jusqu'à 80 et 90% sur leurs actifs. On parle ici des très, très grandes fortunes. Mais c'est quelque chose qui existait avant l'ère néolibérale. Thomas Piketty, justement, qui interpelle à réformer le système fiscal actuel pour aller taxer davantage le capital et les gros héritages pour freiner, en fait, l'augmentation des inégalités sociales à laquelle on assiste à l'ère néolibérale. Donc, une autre cause importante de l'endettement, ça a été la reconfiguration autour de la Banque centrale. Donc, graduellement, à l'ère néolibérale, on a interdit ou fortement découragé les États d'emprunter directement à la Banque centrale, un taux à 0% par exemple. Donc, ça a forcé les États à s'endetter directement auprès des marchés financiers. On leur dit de cette manière-là, la Banque centrale allait être indépendante des États qui cherchaient parfois à aller chercher la faveur d'une classe moyenne qui était grandissante à l'époque. Donc, on voulait rendre indépendant des choix qui étaient faits pour la population, parfois à saveur électoraliste. Mais de l'autre côté, ce qui est arrivé, c'est que les banques centrales sont devenues dépendantes d'un autre acteur, le système financier. Donc ça, c'est un des changements importants qui est arrivé à l'ère néolibérale et qui a un impact évidemment important sur les dettes publiques. Des dettes publiques élevées ou qui sont perçues en fait comme étant élevées, je pense que c'est l'élément central. Ça permet en fait de convaincre les gens, la population, qu'on doit réduire un peu partout.
Donc ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée des opportunités d'affaires. Ça crée des actifs à acheter, à vendre à rabais, mais ça offre aussi la possibilité à des entreprises de faire du profit sur ce qui était précédemment une charge, en fait, de l'État. Donc, c'est quand même un phénomène intéressant parce que d'un côté, on se rappelle qu'on baisse les impôts des plus fortunés. Ensuite, ça a un impact sur l'endettement qui est plus élevé. On travaille là-dessus, on crée une perception, on crée une peur autour de ça. On crée des occasions d'affaires. Donc, l'argent qui a été libéré par les impôts permet de racheter les actifs, de partir des entreprises pour reprendre le relais d'un système public qui est affaibli, évidemment, par le sous-investissement. Maintenant, la réduction du poids de la dette demeure une des priorités du gouvernement. Nous maintenons notre objectif, d'ailleurs inscrit dans la loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, de ramener le poids de la dette à 45% du PIB en 2026, c'est-à-dire dans 10 ans. Ça ne sert à rien, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, de fournir des services sociaux en éducation, en santé, en famille et ailleurs, avec la carte de crédit. Ce n'est pas en augmentant la dette que nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants un système social auquel nous tenons, qui soit durable. Il ne sera pas durable si tout ce qu'on fait, c'est augmenter la dette. Donc, l'article de recherche porte sur le contexte qui est davantage mondial. Si on revient un peu au Québec et qu'on parle des dettes publiques, on ne peut pas parler de dette publique sans parler du Fonds des générations qui a été mis en place en 2006 avec Jean Charest et les libéraux. Donc, le Fonds des générations a été mis en place pour réduire le fardeau de la dette pour les futures générations. Par contre, le mécanisme fait que depuis qu'il est mis en place, au lieu de prendre cet argent-là et de rembourser la dette, on prend l'argent et on l'investit sur les marchés financiers, sans rembourser la dette avec ce montant-là. Il y a plusieurs problématiques autour du Fonds des générations. Au Québec, on a la loi sur le déficit zéro. Donc, on oblige en fait l'État à ne faire aucun déficit, sauf si elle a fait un surplus une année précédente qu'elle met dans la réserve de stabilisation. Donc, la loi du déficit zéro, ça peut sembler une bonne idée, mais ce n'est pas une obligation que les gouvernements ont à faire. Et beaucoup d'études montrent qu'en fait, c'est néfaste. Donc, faire des déficits, si c'est des dépenses qui sont responsables pour le bien-être de la population, ce n'est pas quelque chose qui met vraiment en péril les finances de l'État. Donc, on a déjà cette loi-là. Le Fonds des générations, on va y rajouter une autre couche. On oblige en fait le gouvernement du Québec à faire un profit. Mais le gouvernement, ce n'est pas une entreprise. Il ne cherche pas à faire du profit par-dessus tout. Et ça a plusieurs problématiques. Sans surprise, on a des problèmes dans le système de santé, d'éducation, soins aux personnes âgées, étant donné qu'on sous-investit de manière systématique et encore plus depuis le Fonds des générations. Et l'autre problématique, c'est qu'on est allé vider la réserve de stabilisation. Donc, les surplus qu'on a faits, ils ont été grugés par cette modification-là des normes comptables qui fait aucun sens. On parle de 19 milliards de dollars depuis la mise en place du Fonds des générations. Donc, pour conclure, sur une note un peu plus positive, dans le contexte du Québec, c'est qu'on a actuellement, on a les moyens, en fait, de faire face à la crise climatique. On a les moyens de réinvestir dans le système public. L'argent est disponible. Il faut revoir, en fait, nos méthodes de pensée, nos paradigmes, le Fonds des générations. Il faut sortir de l'obsession de réduire le ratio dette-PIB, que d'ailleurs, personne ne sait quel est le ratio optimal, mais qui nous prive constamment en fait d'argent pour faire face à la plus grande crise de notre époque. Pourquoi ça devrait être à nous, la jeunesse, de prendre sur ses épaules prépubères le sort du monde? Et moi, je peux pas baisser les bras, car c'est notre avenir qui est en jeu, et que je vois encore de l'espoir. Mais dites-moi, est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis la seule qui voit encore de l'espoir? Alors prouvons-leur qu'il reste encore